Merci Isa, merci beaucoup. Merci Eric aussi d'avoir introduit et Ouba pour cette présentation de l'ADE, la défense de la protection de l'enfance, qui me tient très à cœur, vous le savez. Et puis, bravo à vous d'être là, d'autant que dans quelques minutes, et vous avez fait, je le sais, ce grand sacrifice, Emmanuel Macron parle à la télévision, mais vous avez préféré être là. Et je vous en félicite. Je fais peut-être preuve de trop de gratitude avec vous parce que je pense que ça n'était pas un sacrifice non plus extraordinaire de votre part. Je ne sais pas si vous aviez d'ailleurs prévu d'allumer le poste de télévision à 20h pour voir sa mine s'afficher et toute sa perversité, sa manipulation. Bon, on s'en passera bien et on est bienvenus ici. Et moi je suis ravi d'être là. Et je dis bravo à tous les organisateurs, à toute l'équipe et à toutes les équipes des départements environnants pour l'organisation de cette magnifique soirée qui va se prolonger, puisqu'ensuite vous savez que nous discuterons ensemble. Il y a une dédicace, je sais, qui va reprendre, qui a déjà commencé, mais surtout il y aura un verre de l'amitié pour que nous puissions après continuer nos échanges, discuter ensemble, bien évidemment. Je salue la présence, puisqu'ils sont venus me voir tout à l'heure très gentiment, des responsables départementaux de Debout la France, qui sont là ce soir, et je les en remercie. Il est toujours très bon, très sain, que les souverainistes soient capables de travailler ensemble, c'est évident, et au-delà de ça, de créer des liens d'amitié, de sympathie, conviviaux, humains, chaleureux, parce que c'est comme ça qu'on se construit vraiment sur la durée. Une coalition, c'est évident. Il faut qu'on s'apprécie, il faut qu'on se connaisse, et je peux vous dire que de ce point de vue, avec Debout la France et avec d'autres acteurs notamment qui étaient dans la coalition des législatives, en 2022, eh bien, c'est vraiment en bonne voie et c'est très très bien. Voilà. Et il faut vraiment continuer dans cette direction et accélérer. Alors je suis ravi aussi de commencer ici, ce Tour de France de la liberté, parce que je me devais de réparer une petite injustice qui vous a été faite. Nous avons fait notre congrès d'Arras, à Arras, tout au nord, là-bas, dans le Pas-de-Calais, début septembre. C'était un très très beau moment, un très grand succès, hein, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai que je me suis dit, pour vous, c'était peut-être un petit peu loin. Alors j'ai vu quelques visages et je m'en réjouis, mais je sais que pour beaucoup, c'était compliqué. Et donc je me suis dit, je vais compenser cela en commençant par l'autre bout de la France. Et donc je suis venu ici, voilà, avec plaisir. D'autant que dans le Var, je n'y étais pas allé depuis fin 2022 et il fallait réparer cette injustice. Et nous, on est ravis. Eh ben merci, moi je suis ravi. Notre réunion, bien sûr, publique, se tient dans un cadre que vous connaissez, puisque, évidemment, légitimement, il inonde les écrans depuis quelques jours. C'est ce qui s'est passé dramatiquement au Proche-Orient. On ne va pas ici refaire tout le conflit israélo-palestinien. Ça nous prendrait, je crois, plusieurs heures. Et nous n'avons pas le goût ici des conférences de 4h30. Mais je crois qu'il faut aller droit au but et replacer cela dans un contexte, et toujours du point de vue de nous, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Je vais vous dire, hein, je ne suis pas surpris parce qu'il y a la crise ukrainienne, il y a déjà beaucoup de choses. Mais depuis que cette affaire a éclaté, moi je constate une chose, et j'ai lancé, notamment dans un récent entretien, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, je lui ai posé cette question. On est face à une véritable alerte enlèvement. Où est passée la diplomatie française? Et je pars de là parce que vous allez voir, on tire le fil et on retombe totalement sur vos sujets. Comment se fait-il que dans ces moments dramatiques, où on sent la montée aux extrêmes, à la tension générale, et donc à des choses qui peuvent être terribles, et y compris, vous le savez, la capacité que ce conflit s'importe dans notre pays. Comment se fait-il que la France ait sa voie de paix, d'équilibre traditionnelle, et sa voie attendue, sa voix qui a été entendue dans le monde aussi. Souvenons-nous de 2003 encore, quand on a su s'opposer à cette guerre d'Irak. Souvenons-nous de notre capacité, du général de Gaulle,
jusqu'à Jacques Chirac, en mode plus ou moins dégradé, hein, mais globalement, on va dire, à être une autre voie, à être une voie d'apaisement. Comment se fait-il que tout cela ait disparu? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous soyons systématiquement alignés, je dirais même pas sur les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas d'accord avec ça, sur l'État profond américain, c'est autre chose. Sur ceux qui veulent la guerre, sur ceux qui jettent les allumettes, là, et qui les allument, quoi qu'il se passe. Comment se fait-il que dans la classe politique française même, on ait l'impression qu'il n'y a quasiment plus le choix, en tout cas la classe politique officielle. Vous savez, celle qui a déjeuné avec Macron à midi, là. Hein. Ils avaient fait le dîner de com, là, ce soir, à midi, ils ont fait le déjeuner de com. Moi, je ne l'ai pas dit. Non, c'était un dîner de consensus. Parce qu'ils étaient sortis de là en disant qu'ils étaient tous d'accord. Tous d'accord sur l'Ukraine. Souvenez-vous, il n'y avait pas une différence. Formidable. Donc là, déjeuner de consensus. Cette fois-ci, on n'était pas un mercredi. On était un vendredi. Donc on ne peut pas les suspecter de quoi que ce soit, mais l'opposition ou la classe politique officielle, en gros, on a l'impression que sur ce conflit, là, depuis quelques jours, on a soit la 5e colonne islamiste qui justifie l'injustifiable, soit le néoconservateur américain qui veut la guerre et qui est incapable d'avoir une position autre que il faut la guerre, il faut la guerre, il faut la guerre. Et la position française, elle est où là-dedans? Et la position subtile? Et la position capable de replacer ce qui s'est passé dramatique dans un contexte historique? De dire, comme l'a dit, il faut le dire, une voix de sagesse ce matin sur France Inter, Dominique de Villepin, mais c'est normal, c'est lui qui avait dit non en 2003, souvenez-vous, hein, ce discours devant l'ONU. Comment se fait-il qu'on soit plus capable de dire, mais la légitime défense, elle est parfaitement légitime, elle est parfaitement normale, mais elle ne doit pas se confondre non plus avec l'embrasement général, avec la capacité de tout casser, d'affamer, de tuer. Comment se fait-il qu'on soit plus capable de dire cela? Ben, la réalité, c'est que aujourd'hui, la France, c'est cette voie des faucons américains et c'est 1/27e de l'Union européenne. On a chargé des gens que personne ne connaît, élus par personne. Alors, certains, je ne sais pas si vous le connaissez, Joseph Borrell, c'est lui notre ministre des Affaires étrangères, il parle. Haut représentant pour l'Union européenne, donc ministre des Affaires étrangères, comme il dit lui-même. C'est lui qui dit quelle est notre position. Bon, il se trouve que ça tombe systématiquement pile sur la position du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères. Hein, ça tombe systématiquement sur la même position. Nous n'avons plus de diplomatie, plus de capacité. On l'a vu aussi sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, c'est le suivisme total. C'est l'envoi d'armes, l'envoi de chèques, l'envoi de milliards, l'embrasement, la poursuite des sanctions qui ne servent à rien, si ce n'est... si Bruno Le Maire a dit que ça devait mettre l'économie russe à genoux. Bon. Cette année, elle aura 2 fois plus de croissance que nous. Hein. Vous me direz, Bruno Le Maire avait aussi annoncé que le pic de l'inflation avait été atteint à l'été 2022. Hein. Et il nous avait dit aussi, il y a 1 an, qu'on entrait dans les 30 glorieuses. Voilà. Donc, nous n'avons plus, et je vais y revenir, nous n'avons plus de politique étrangère à 2 voies, et c'est grave. Parce que, dans un monde, vous avez cet empire américain déclinant, avec cette colonie européenne qui est à peu près, ce qui reste de pays qui suivent l'empire américain, c'est à peu près les pays de l'Union européenne, il n'y en a plus beaucoup d'autres. Hein. Vous avez d'un autre côté les BRICS, qui montent en puissance, et il manque une France au milieu. Il manque ce pays qui pourrait faire le dialogue. Pourquoi il y a tant de tensions? Pourquoi c'est si brutal? Parce qu'il n'y a plus cette huile-là qui permettait de mettre de l'huile dans les rouages. Ce pays qui pouvait parler à tout le monde. Ce pays qui à la fois avait une capacité très forte de parler, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien à Israël, et qui en même temps avait une politique arabe. Ce pays qui était capable de parler à la Russie, et qui pouvait aussi parler aux pays européens et à Washington. Ce pays sous De Gaulle qui était le premier à reconnaître la République populaire de Chine, et qui, sans complaisance, mais qui était capable, par réel politique, de le faire, et qui en même temps savait défendre ses intérêts. Cette France libre, elle n'est plus. Alors le monde va plus à la guerre. Quand la France n'est plus là, vous savez, le monde va beaucoup plus sûrement à la guerre. Et c'est évident,
C'est évident que c'est une question liée à Macron en soi, mais ce n'est pas que Macron. C'est le fait que notre pays soit absorbé, dilué dans l'OTAN, l'Union européenne, le mondialisme. Cette capacité de nous fondre et de disparaître, inédite dans notre histoire, et de vouloir mourir. Voilà. Et de vouloir mourir, parce que c'est ce que veulent ceux qui nous dirigent. Mais vous savez, ce qui m'inquiète le plus sur cette affaire israélo-palestinienne nous concernant, au-delà des drames humains, des carnages épouvantables pour lesquels nous avons tous une immense compassion, une immense tristesse, c'est que je sais d'ores et déjà, et vous le savez avec moi, que les mondialistes vont en profiter, que Macron va essayer d'en profiter. Vous savez qu'ils vont essayer de faire avancer leur agenda. Vous savez déjà, et vous avez déjà vu, on le voit déjà depuis quelques heures, tous ceux qui veulent avancer vers la guerre. On voit déjà que d'autres veulent instaurer un climat de peur et de restriction de liberté. Hier, Thierry Breton, le commissaire européen, en charge du règlement européen DSA, vous savez, un règlement de censure, a interpellé Elon Musk en disant il faut censurer. Prenant prétexte du conflit israélo-palestinien, ils vont essayer d'avancer leur agenda de peur, de guerre, de restriction de liberté et de tension. Macron, je vous l'annonce, je pense que vous serez d'accord, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, mais je le devine. Il fera tout pour importer le conflit, en disant l'inverse. Mais il fera tout par une provocation, par un mot, par une interdiction, une autorisation, un double... Il fera tout, un double langage, il fera tout pour importer le conflit. Pourquoi ? C'est la possibilité pour lui, peut-être, d'instaurer des états d'urgence. C'est la possibilité, peut-être, pour lui, d'instaurer des restrictions de liberté, mais c'est surtout une certitude. Il instaurera la peur. Le désordre crée la peur. Et quand vous créez le désordre, le pompier pied en âne, vous venez derrière, vous dites, je suis le parti de l'ordre. Dormez, tranquille gens, bonnes gens, je vais vous restaurer. Bon, je vois bien déjà le petit Darmanin s'agiter. Je vais rétablir l'ordre civil. Oh, puis ça tombe bien, il y a quelques élections qui arrivent, là, en juin prochain. Vous voulez le parti de l'ordre, le même qui vous a confiné, le même qui vous a mis un masque pour vous protéger. 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses, on ne sait plus d'ailleurs, on en a combien là. Je sais pas, moi j'en ai 5 ou 6 de retard, mais pour vous protéger. Un pass pour vous protéger. Alors attention, il va falloir dans cette période, qui l'était déjà, mais qui sera troublée, il va falloir faire preuve de résilience, de résistance, de force, de courage. Il va falloir être clair dans les propos, sans compromission, et il va falloir être unis. Parce que nous sommes, Ouba le disait, nous sommes le nombre, nous sommes nombreux, nous sommes des millions. On est infiniment plus nombreux qu'on ne le croit à chaque fois, qu'on voudrait nous le faire croire dans la représentation médiatique ou dans le discours officiel. Et il va falloir être dans l'action. Il va falloir voir les gens. On était samedi dernier dans les rues pour une manif nationale, c'était à Paris, pour le Frexit et la sortie de l'OTAN, il y avait du monde. Et on s'est dit, c'est bien de se voir. Alors oui, on n'a pas BFM qui vient, on n'a pas tout ça, mais on est là, on est debout. Et au moment où on voudrait tellement qu'on soit résigné, qu'on soit seul chez nous, ben nous on est là et on est ensemble, on est nombreux. Et puis je me suis dit, il y a des gens qui en ont besoin. Vous savez combien de gens, pendant toutes les manifs sur le pass, manifs pour la liberté, m'ont dit, mais heureusement qu'il y avait ça, sinon je n'aurais pas tenu. Sinon, je n'aurais pas tenu. Et je crois que c'est la première vertu de toutes ces manifs, de toute cette action. C'est de se dire, non, on n'est pas qu'en virtuel. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, YouTube, parfois la télé quand on peut, etc. Non, c'est bien tout ça, il faut le faire, il faut y aller, il faut faire tout ce qu'on peut. Mais il faut se voir en vrai. Et ça, je crois que c'est une marque de fabrique de notre mouvement Les Patriotes. C'est que nous, on n'a pas renoncé à cette politique humaine, réelle. À voir les gens, à se constituer en groupe, en réseau, peut-être même créer des amitiés. Parce que nous sommes persuadés que dans les temps qui viennent, les temps troublés que nous connaissons, c'est sur l'humain et c'est sur le réel, pas le virtuel, qu'on pourra compter.